L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui s'est passée dans les années 80 en Nouvelle-Écosse, qui est une province canadienne située dans les Maritimes. Je vais vous parler d'une famille, ou plutôt d'un clan qu'on nomme le Gawler Clan, où une trentaine d'adultes ont reçu plus d'une centaine de chefs d'accusation pour des crimes sexuels impliquant des enfants et très souvent leurs propres enfants. L'histoire d'aujourd'hui est immensément choquante, bouleversante, enrageante, déprimante. Donc, trigger warning, ça risque d'être une vidéo très difficile à entendre, à regarder. Restez là pour connaître la suite. Allô Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire du clan Gawler qui a eu lieu dans les années 80. Les années 80, ça semble loin, OK? Moi, j'étais pas née, plusieurs de mes abonnés étaient pas nés. Là, moi, je compare souvent ça à mon chum, il avait 4 ans. Tu sais, je veux dire, ça fait longtemps, les années 80. Mais pas tant que ça. Dans les années 80, il y avait les ordinateurs Apple, c'est le début des émissions de Seinfeld, il y a eu Tchernobyl, c'est dans les années 80 que l'émission This Is Us se passe. Fait que oui, ça fait longtemps, mais pas tant que ça, pas pour ce type d'histoire-là. On parle pas des années 20 où genre c'était une autre mentalité. Oui, les années 80, c'était différent. Effectivement, il y avait une autre mentalité, mais pas tant que ça non plus. Donc lorsqu'on entend des histoires comme ça, faut garder en tête que ça se pourrait que ça réarrive aujourd'hui. Peut-être que ça se passe en ce moment, que les personnes ont pas été arrêtées. Puis ça se passe au Canada, un pays développé, un pays libéral. Tu sais, je veux dire, ça se passe au Canada. C'est terrifiant. J'ai découvert cette affaire grâce à un livre, un best-seller au Canada, qui se nomme On South Mountain, The Dark Secrets of the Gawler Clan, par David Cruz et Alison Griffiths, que je vais citer pas mal tout au long de la vidéo. Le livre a été publié en 1997, mais là, c'est une impression de 2017, donc le livre a été comme réédité, réimprimé pour le 10e anniversaire, non, le 20e anniversaire de la publication du livre, en fait. Je dois dire que les victimes dans cette affaire ont quand même été contentes de la première publication du livre en 1997, mais ils étaient très réticents à la rééditation, en vrai, à réimpression du livre en 2017. Les victimes étaient contre, et on peut comprendre parce que c'est tellement une histoire qui est déroutante. Pour eux, pour les victimes, il faut toujours qu'ils revivent cette histoire-là. Fait que de l'avoir réimprimé, de revoir les livres, des entrevues dans les médias, ça a été vraiment difficile pour ces victimes-là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette affaire. Je vais pas trop intégrer des témoignages des enfants, parce que dans le livre, il y a vraiment beaucoup de témoignages des enfants. Enfin, c'est des extraits, des témoignages dits en cours. Je trouve que ça sert à rien de tout vous les dire. Je veux pas que ça soit une énumération de sévices sexuels qu'ont vécu les enfants juste pour de la curiosité morbide. Si je vous donne des extraits des témoignages des enfants, je veux que ça serve au texte. Je veux que vous compreniez aussi l'ampleur du problème, là, de la situation. Mais vraiment, je me garde quand même une gêne parce que c'est tellement troublant. Puis c'est juste comme... C'est horreur par-dessus horreur par-dessus horreur. Fait que, tu sais, c'est ça. Lisez le livre si vous voulez avoir tous les détails, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'archives sur le sujet, donc ceux qui me regardent en vidéo, attendez-vous pas à avoir plein d'images, plein de vidéos. Ça va être difficile, là, je pense, pour mon monteur d'illustrer mes propos. Fait qu'on va se concentrer sur la partie récit, narrative de cette affaire. Il y a eu un documentaire dans les années 80, on va essayer de mettre quelques extraits, mais vraiment, on se concentre plus sur le récit que sur les images. Voilà, sans plus tarder, lançons-nous dans l'affaire. Coucou, c'est Max Guys. Ici Victoria Charlton. Allô Internet. Allô Internet. Victoria en studio. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Une femme retrouvée avec 20 coups de couteau. Et la police conclut à un suicide. Un homme respectable, un sous-sol au Mexique et des restes humains par dizaines. De Philadelphie à Harlem. De Londres au village français. Le crime ne connaît pas de frontières.
Et les monstres ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Parfois, il dort dans la pièce d'à côté. Ils portent parfois un uniforme. Parfois, c'est celui qui promettait d'aimer pour toujours. Pour la première fois, on a uni nos plumes. 2 voix, 2 continents et 10 affaires qui vous glaceront le sang. Crime sans frontières, disponible partout dès le 25 mars. Et précommandez-le dès maintenant. Le lien est dans la description. This is not a test. Donc, commençons par nous situer géographiquement pour les gens de l'Europe qui me suivent. La Nouvelle-Écosse, c'est une province qui est située tout à l'est du Canada. C'est une province anglophone dans les Maritimes. Et là, l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui a lieu dans la vallée d'Annapolis, qui est située dans la partie ouest de la péninsule de la Nouvelle-Écosse. C'est vraiment une belle région là, avec plusieurs espaces verts. En fait, les Maritimes, c'est magnifique, là. C'est vraiment un endroit à explorer pour ceux et celles qui sont jamais allés. Et la vallée d'Annapolis est protégée par 2 montagnes, donc la montagne du Nord et la montagne du Sud. Et dans la vallée d'Annapolis, il y a la ville de Wolfville. On parle d'une ville d'environ 5000 habitants. Mais comme c'est une ville universitaire, donc l'université d'Acadia, eh bien, 3000 habitants de cette ville sont juste là temporairement parce que c'est des étudiants, si vous me suivez. Et là, le clan Goler, donc le Goler clan, vit sur la montagne du Sud, South Mountain, qui fait partie des Appalaches. Donc, on voyait vraiment cette différence entre les gens de la ville, de la vallée et les gens de la montagne. C'est comme un peu, mais tu sais, ça, j'aille ça, dire, les gens de la campagne, les gens en région, tu sais, c'est parce que j'habite en région, c'est quand même différent de la ville, mais on peut voir une différence quand je vais à Montréal, puis quand je suis en campagne, c'est sûr que les gens s'habillent différemment, parce que ici, il y a beaucoup de fermes, il y a beaucoup d'agriculteurs, c'est sûr qu'ils vont pas s'habiller avec les femmes vont pas porter des talons hauts, puis genre habillés en veston-cravate. On s'entend qu'évidemment, il y a une façon différente de s'habiller, même que l'accent est souvent différent d'une ville à l'autre. Fait que voilà, avant le procès et toute la médiatisation de l'affaire, les gens de la famille Goler étaient connus en ville, OK? Les Goler étaient connus, surtout à cause, justement, de la façon qu'ils s'habillent, la façon qu'ils parlaient. Ils portaient, tu sais, des vieux vêtements, plus trop, très démodés, un peu des guenilles, là, un peu rabochés, bon. Et les gens de la famille Goler, c'est très connu que leur QI, leur quotient intellectuel était très bas. Ce sont des gens qu'on appellerait aux États-Unis des hillbillies, qui est un terme péjoratif pour parler des gens qui habitent dans les Appalaches. C'est utilisé pour parler de quelqu'un qui s'habille en genre de fermier, quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'inculte, qui est attaché aux traditions, quelqu'un qui est autosuffisant. Le terme hillbilly, qui est à la base péjoratif, a été repris par Dolly Parton, qui, elle, se l'est approprié un peu. Donc, les gens de la South Mountain, on les appelait les hillbillies, même que c'était rendu une expression qu'on utilisait quand quelqu'un disait quelque chose d'idiot ou d'un peu arriéré mentalement, genre de la vieille époque, je veux dire, on lui disait « Ah, genre, fais pas ton goaler ». Tu sais, c'est un terme qui était utilisé. Le clan Goler habitait sur une propriété où il y avait 3 maisons, une cabane en bois et une bécosse, que c'est sûr que les Français savent pas c'est quoi le mot bécosse, qui vient du terme back house. Bécosse, c'est une toilette extérieure, tout simplement. C'était là où ils allaient faire leurs besoins. Un peu, là, je parle beaucoup là, pour rien dire, mais un peu comme dans The Office, tu sais, sur la ferme de Dwight, qu'on pourrait qualifier, lui, c'est un peu, il provient de la communauté Amish, un peu Dwight, là, mais on pourrait un peu le qualifier de hillbilly, tu sais, un peu de la façon qu'il s'exprime, de la façon qu'il est habillé, les vieilles traditions, et, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a aussi une bécosse dehors, donc une toilette à l'extérieur. Oh my God.
Donc, il y avait une des 3 maisons qui était carrément abandonnée et 2 autres maisons qui étaient habitées. Et c'était pas trop chic, tu sais, la plupart des fenêtres des maisons étaient brisées. On utilisait un drap plutôt qu'un rideau pour se cacher du soleil. Il y avait des toiles d'araignée partout, de la peinture écaillée, un porche qui était détruit. C'était comme un peu délabré, cet endroit-là. Dehors, il y avait des mauvaises herbes, tu sais, partout, là, jusqu'à la taille. Le gazon était pas tondu. Il y avait plusieurs autos, des pick-up, des trucks qui étaient parqués un peu n'importe où sur le terrain. Il y avait des voitures qui fonctionnaient plus, d'autres que oui. Des outils de mécanique sur le sol, un frigo brisé, des poulets qui courent librement sur la terre et des crottes de chiens pas ramassées un peu partout. Vous voyez le genre. C'est sûr que vous avez déjà vu ce type de terrain-là, à quelque part. Il y a un gros poteau d'électricité qui fournit les maisons en électricité, mais il n'y a pas d'eau courante, donc pas de douche, pas de bain, et juste une toilette sèche dehors, comme j'ai dit plus tôt. Donc ça, c'était les conditions de vie des Goler, de la famille Goler, ce qui peut sembler terrible, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui vivent dans de telles conditions, et même au Québec, là, il y a beaucoup de communautés autochtones qui n'ont même pas accès à l'eau courante, ce qui est terrible. Un autre sujet pour une autre vidéo, mais ça peut nous outrer de voir de telles conditions dans les années 80, mais on est loin. C'est encore la réalité dans plusieurs communautés au Québec, malheureusement. Donc, je vais vous parler de la famille Goler. C'est difficile de s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup de personnages et il n'y a pas de photos d'eux. Il y en a, je pense, il y a peut-être des photos de 2-3 personnes, mais sinon, on n'a pas de photos d'eux. Donc, je vais dire à mon monteur, là, Sébastien, arrange-toi pour bien illustrer les gens dont je vais vous parler, pour vraiment qu'on réussisse à bien se démêler dans les gens, parce que c'est quand même important de reconnaître un peu chaque personnage, là, chaque protagoniste. C'est pas un récit de fiction, c'est la réalité, mais bon, chaque personne impliquée dans l'affaire, chaque victime, chaque abuseur. Il faut savoir que la famille Goler est très isolée, donc ils font pas confiance aux outsiders, donc les gens extérieurs à la famille Goler. Les Goler ne sont pas particulièrement croyants non plus, donc ce mode de vie n'est pas lié à une quelconque religion. Ils sont considérés comme méthodistes, mais ne pratiquent pas tellement non plus. Donc en date du mois de décembre 1983, le clan Goler était dirigé par la matriarche, donc Stella Goler de 65 ans, et il y avait aussi son mari, Charles Walton Goler, de 78 ans, qui lui a travaillé longtemps dans les usines, mais ça faisait déjà une trentaine d'années qu'il ne travaillait plus. Ensemble, le couple a eu 9 enfants, donc il y a eu Charles qui est décédé, mais sinon le plus vieux, Cécile, 44 ans, et lui, il est en fauteuil roulant depuis longtemps. Les Goler savent pas trop expliquer pourquoi il est en fauteuil roulant, pourquoi il est comme ça. Eux, ils disent qu'il a juste arrêté de fonctionner, entre guillemets, depuis longtemps. C'est comme ça qu'ils expliquent ça. Je pense qu'ils ont jamais poussé à savoir pourquoi il est dans une telle condition, mais il est en fauteuil roulant. Il peut pas parler non plus, il peut pas s'exprimer, puis il est très négligé, ce qui est triste, là, tu sais, parce qu'il faut que quelqu'un prenne soin de lui, puis personne prend soin de lui, mais il a les ongles très longs, la barbe très longue aussi, les cheveux sales, gras, emmêlés, qui ont jamais été vraiment lavés ou coupés. Il est toujours alité ou dans le fauteuil roulant, et Stella, Charles, donc mari-femme, et leur fils Cécile vivent dans une maison ensemble. Toujours dans cette maison, il y a 2 autres fils qui y vivent, donc Henry de 37 ans et Cranswick de 29 ans. Et les 4 filles Goler ne vivent plus sur la propriété, mais vivent pas trop loin, donc ils vont souvent rendre visite à la famille. Okay? L'été, les 4 filles vont même y passer plusieurs mois. Donc, elles font partie du clan Goler. Soit elles vivent tout entassées dans la maison, ou sinon, parfois, ils vont vivre dans un trailer qui est aussi sur le terrain. Donc, on a Marjorie de 43 ans, Marie de 35 ans, Stella de 40 ans et Joséphine de 32 ans. Et on ajoute à ce beau monde-là des enfants. Ces gens-là ont tous des enfants. Parfois, il y a des amis de la famille qui vont leur rendre visite. Donc, le clan Goler, la famille Goler, ils vivent tous très, très entassés dans les 2 maisons, finalement. Dans l'autre maison, il y a William, de 38 ans, qui y vit, qui est l'autre fils Goler, et il vit aussi avec sa petite amie Wanda Whiston, de 35 ans.
Et avant d'être avec Wanda, William était avec Hazel. C'est avec elle qu'il y a eu des enfants, mais elle n'habite plus là. Donc, c'est William qui a la garde des enfants. Leurs 3 enfants, il y a Sandra de 14 ans, Donna de 11 ans et Lisa de 7 ans. Et on va tout revenir à cette dynamique-là familiale qui est très particulière. Inquiétez-vous pas, on va y revenir un petit peu plus tard. William Gowler, c'est pas mal lui le leader du clan. C'est lui qui prend toutes les décisions. C'est un peu lui qui est le plus cultivé, le plus intelligent aussi. Fait qu'il donne des ordres et tout le monde suit ses directives. Il est décrit comme étant quelqu'un de plaisant, coopératif et qui s'exprime quand même bien. Donc, de toute la gang des Gowler, c'est un peu lui qui a l'air le plus normal, entre guillemets. Par contre, quand il est fâché, il devient carrément violent. Et quand on connaît toute l'histoire, vous allez voir que c'est un véritable monstre. Dans les années 60, il y a un psychologue de l'université Acadia qui a fait des tests de QI sur plusieurs enfants vivant dans les montagnes, dont les Gowler, qui sont considérés comme étant illettrés mais fonctionnels. Donc, si la moyenne des gens a un QI entre 85 et 115, il y a des gens qui ont 145 de QI, qui est exceptionnel, là. Mais il y en a aussi qui ont 55. Mais 55, on pourrait parler de quelqu'un qui est inadéquat mentalement. Eh bien, les enfants Gowler, leur QI était très très bas, là. Henry avait 47, qui est en bas de la note la plus basse qui est 55. Joséphine avait 79, encore une fois en bas de la moyenne. Marie 62, Stella 63 et William 58. Donc oui, c'est l'homme qui est en charge du clan, mais il y avait 58 de QI, qui est genre 3 points en haut de la note la plus basse, t'sais. Par contre, à leur défense, les tests de QI dans les années 60 étaient faits en fonction d'une genre de culture générale. Ils n'étaient pas adaptés à des gens qui vivaient dans les montagnes, qui n'ont jamais vraiment reçu d'éducation. Fait que, est-ce qu'on peut vraiment se fier aux tests de QI de l'époque? Non, pas vraiment. Mais ça montre quand même une genre de déficience intellectuelle générationnelle. Donc, maintenant que nous avons le contexte, transportons-nous en janvier 1984 où tout a commencé. En fait, non, c'est pas vrai, ça fait des centaines d'années que ça dure, mais c'est en janvier 1984 que tout a changé. La jeune Sandra Gowler de 14 ans, elle va à l'école secondaire Wolfville High School. Donc à Wolfville, il y a les gens de la ville et les gens de la campagne qui se parlent pas vraiment. Tu sais, ça, encore une fois, c'est 2 communautés qui communiquent pas vraiment ensemble. Fait qu'imaginez dans une école secondaire à quel point le fossé est encore plus énorme entre les étudiants qui viennent de la ville et les étudiants qui viennent des montagnes. Les enfants Gowler qui allaient à l'école étaient vraiment isolés, laissés à eux-mêmes. On disait qu'ils sentaient vraiment mauvais parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'eau courante. Ils se lavaient pas vraiment dans des conditions terribles. Donc, on disait qu'ils se sentaient mauvais. Fait qu'évidemment, les gens voulaient pas vraiment être leurs amis, malheureusement. Et c'est un peu le cas de Sandra Gowler qui n'a pas accès à une douche, qui porte les mêmes vêtements sales à chaque jour, des vêtements qui sont démodés, qui sont soit trop petits, trop grands, pas appropriés pour la température. Sandra qui parle avec un accent différent, qui sait pas conjuguer ses verbes correctement, qui n'a pas accès à la culture populaire des jeunes. Fait que c'est difficile pour elle de se faire des amis. Et ce qui aide pas, c'est qu'elle manque souvent l'école pour des raisons diverses. Elle fait pas d'activités parascolaires. C'est une adolescence terrible. Mais il y a une journée où Sandra n'en pouvait plus. Le 21 janvier 1984, à l'école, Sandra s'est juste mise à pleurer. C'était jamais arrivé. Sa professeure, un peu sous le choc de voir son élève qui est normalement très isolée, qui ne montre pas beaucoup ses émotions, pleurer devant elle. Fait que sa professeure, qui essaie de la consoler, lui demande qu'est-ce qui va pas. Et c'est là que Sandra a dit que son père, William, je vais dire exactement ce qu'elle a dit, has been doing her. Donc, en gros, son père, William, l'agressait sexuellement. Sa professeure, encore une fois, sous le choc, demande à Sandra «
qu'est-ce qu'elle veut dire en disant « doing her ». Puis là, Sandra a dit « ben, mon père, il m'utilise comme sa femme ». Et après, elle rectifie en disant « you know, fucking me ». Donc, bon, vous comprenez. Et le plus troublant, c'est qu'elle le dit de manière tellement détachée, froide. Et cette journée-là, les services sociaux ont bien évidemment été appelés. La journée même, une travailleuse sociale se rend à l'école et parle à Sandra. Elle lui demande ça fait combien de temps qu'elle se fait agresser sexuellement par son père. Sandra est pas capable de se rappeler depuis quand parce que ça fait juste partie de son quotidien. Elle pense qu'elle avait 9-10 ans quand ça a commencé, mais elle parle d'une vingtaine d'agressions sexuelles par mois, sinon plus. Aussi, elle dit tout bonnement, comme un détail de plus à la travailleuse sociale, elle lui dit « Ah, puis en plus, mon père veut pas que je prenne de moyens de contraception parce qu'il veut me faire un enfant, il veut avoir un autre enfant. » Et c'est ça qui est plus terrible dans cette histoire-là des goalers, c'est que Sandra le dit, pour elle, ça fait partie de son quotidien. C'est pas anormal, elle subit ça depuis toute petite, elle vit dans ça depuis toujours, fait qu'elle le dit comme, c'est ça, de manière froide et détachée. Ça a pris quelques années quand même avant que Sandra réalise que c'était pas normal qu'un parent fasse ça à son enfant, mais rendu à 14 ans, là, elle savait, elle était là, ok, c'est pas tout le monde qui vit ça, des agressions sexuelles de la part d'adultes, de la part d'adolescents, c'est pas normal. Et là, Sandra était décidée pour que ça cesse. Elle voulait, à 14 ans, vivre une vie normale, tu sais, aller à l'école, avoir des amis, faire des sorties, avoir même un petit ami peut-être. Elle voulait avoir une liberté. Fait que c'est cette journée-là qu'elle a décidé que c'en était assez et qu'elle allait dénoncer sa situation familiale. Évidemment, il y avait aussi la peur qui l'avait empêchée de parler avant ça. Une fois, Sandra avait tenté de faire une fugue et quand William l'a retrouvée, il l'a ramenée à la maison, il lui a mis les mains sur sa voiture et il a fermé son coffre de voiture sur ses doigts de toutes ses forces. Une autre fois, Sandra s'était enfuie chez sa mère, Hazel, qui vivait plus chez les Goalers. William était furieux, donc il a demandé à Donna, qui avait 3 ans à l'époque, d'appeler sa sœur pour essayer de la convaincre de rentrer. Et quand Sandra a refusé de rentrer à la maison, William, il a puni la petite Donna, donc il l'a enfermée comme dans une pièce derrière le poêle à bois. C'était tellement chaud que ses cheveux, ses sourcils ont brûlé, même sa peau, là, elle a eu des brûlures. Donc, cette soirée-là, le 21 janvier, où il y a eu la première dénonciation, Sandra a été placée dans un foyer temporaire pendant qu'une enquête commençait. Son placement temporaire est venu aux oreilles de William, qui lui apprenait que la police s'en était mêlée. Donc, Donna et Lisa, les petites sœurs de Sandra, étaient terrorisées aussi par ce qui allait se passer pour elles, parce que William leur disait « Vous savez que si vous parlez, si vous nous dénoncez, on va aller en prison, vous allez être retirés de notre famille, vous allez plus voir vos frères et sœurs, vos cousins, cousines, oncles et tantes, vous allez plus jamais nous revoir. » Fait que là, William entrait ça dans la tête de ses filles, évidemment, elles voulaient plus parler. Mais bon, dès le lendemain, une fois rendues à l'école, les filles ont été appelées au bureau du directeur où les attendait la travailleuse sociale. Et à leur tour, Lisa et Donna ont été questionnées par la police. Les policiers étaient franchement doux et patients avec les petites filles, là. Ils ont vraiment su les mettre en confiance. Au départ, la petite Donna de 11 ans, elle avait vraiment peur, fait qu'elle se taisait. Mais avec la confiance des enquêteurs de la travailleuse sociale, elle a réussi à parler un peu puis à faire un portrait global de toute la situation familiale. Donc, on parlait de ses grands-parents, ses sœurs, ses oncles, ses tantes, les amis de la famille qui étaient toujours rendus là, des inconnus. Il y avait une genre de confusion aussi à savoir qui était un cousin, un oncle, c'est qui est le père de qui est un demi-frère ou une demi-sœur. Tout ça était vraiment mélangé et tout ce beau monde-là vivait dans 2 maisons sur la même propriété où, encore une fois, il y avait pas d'eau courante. Puis c'était encore plus difficile de parler à la petite Lisa de 7 ans qui, elle, comprenait pas trop les questions qu'on lui posait. Un truc troublant que Donna a dit au policier, c'est « He done me too ».
Elle a dit ça mot pour mot. Donc, il m'a agressé moi aussi sexuellement. Et là, elle décidait de le dénoncer parce qu'elle voulait qu'il arrête d'agresser la petite Lisa de 7 ans. Selon la littérature de l'époque sur l'inceste, Sandra fitait vraiment le profil type en termes de victimologie. Et c'est terrible de dire ça comme ça, mais elle était vraiment comme une victime textbook. Tu sais, c'était vraiment sur papier la victime qu'on décrit toujours. Donc, ce qu'on dit, c'est que les victimes d'inceste sont souvent âgées entre 8 et 12 ans. Évidemment, il y en a toujours des plus jeunes, plus vieilles, mais comme Sandra, elle avait 14 ans, mais socialement et intellectuellement, elle était un petit peu plus jeune. Donc, elle entrait dans cette tranche d'âge-là typique. Le milieu socio-économique de Sandra influençait aussi pas mal. Selon les statistiques de l'époque, plus de 60% des filles qui venaient d'un milieu plus pauvre avaient plus de chances d'être victimes d'inceste que des enfants qui ont grandi dans des milieux de classe moyenne. Encore une fois, c'est selon la littérature et les études de l'époque. Je dis pas que si tu viens d'une famille riche, tu peux pas vivre de l'inceste, être victime d'inceste, c'est pas ça que je dis. Mais en général, c'est ce qui arrive. Sinon, les enfants qui sont isolés sur des fermes sont plus vulnérables à l'inceste, mais aussi les enfants qui n'ont pas d'amis ou de voisins. En gros, plus les victimes sont isolées, plus elles deviennent des proies faciles, entre guillemets. Puis là, c'est des généralisations. Je sais que c'est pas toujours le cas. T'sais. Un autre facteur important, c'est l'absence de la mère. Donc, les enfants qui grandissent sans leur mère deviennent 3 fois plus vulnérables aux abus de leur père que lorsque les 2 parents vivent ensemble. Ici, c'est vrai dans le contexte où Hazel, la mère des 3 filles, n'habitait plus sur la propriété familiale. Et juste pour vous dire pourquoi Hazel n'était plus en couple avec William Gowler, écoutez ça comment c'est fou cette histoire-là. Donc, quand Hazel n'avait que 16 ans, elle a connu et marié William Gowler, qui avait 24 ans. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, 3 filles. Après ça, William voulait plus avoir d'enfants avec sa femme. Donc, elle a obligé à subir la ligature des trompes pour arrêter d'avoir des enfants. Donc, dans le clan Gowler, on croyait pas vraiment aux moyens de contraception. Donc, souvent, les femmes subissaient cette chirurgie. Et évidemment, les hommes voulaient pas se protéger ou subir de vasectomie. Donc, le fardeau revenait sur la femme qui devait subir cette chirurgie parce que sinon, elle continuait à être agressée sexuellement, donc elle voulait arrêter d'être enceinte. Fait que parfois, ça leur donnait un peu plus de liberté de subir cette chirurgie-là, malgré que c'était pas toujours ce qu'elle voulait. Bref. Donc, Hazel va en ville pour subir la chirurgie. Elle reste là quelques jours, peut-être une semaine en convalescence. Et pendant ce temps-là, il y a Wanda qui déménage chez les Gowler, une genre de femme de ménage de 25 ans qui va là pour aider William avec la famille, pour l'aider aussi avec sa femme qui va revenir d'une chirurgie quand même envahissante. Mais là, quand Hazel reçoit son congé d'hôpital, elle rentre à la maison et, surprise, il y a une nouvelle femme dans son lit avec William, qui est Wanda. Et là, William lui dit « Écoute, Wanda, elle reste. Donc, tu choisis de rester ou tu pars, mais Wanda s'en va nulle part. » Imagine, là. Puis Hazel, elle a quand même essayé d'endurer tout ça. Elle se disait que c'était temporaire. Puis les 3, là, partageaient un tout petit lit super serré, même que Donna, elle dit que c'est arrivé à plusieurs reprises d'entendre son père avoir des relations sexuelles avec Wanda la nuit, pendant que Hazel était juste sur le bord du lit, puis elle essayait de dormir. T'sais. Après quelques semaines, Hazel en a eu assez et elle les a quittés et par le fait même a abandonné ses 3 filles. Donc, retournons au 23 janvier. La police se pointe chez les Gowler et passe les menottes à William Gowler, qui est en état d'arrestation pour avoir violé ses 3 filles. Je vais vous lire le témoignage de l'enquêteur Upshaw qui a été assigné à l'affaire. Puis tu sais, en tant qu'enquêteur, il en a vu des affaires dans sa carrière de policier, mais là, il en revenait pas des conditions de vie des Gowler. Il y avait tellement de monde d'entassé dans une petite maison délabrée, des meubles brisés, une maison en bordel. Je cite, « C'était juste des conditions de vie terribles. Il n'avait pas de plomberie intérieure, les installations sanitaires étaient horribles. Il y avait un vieil homme assis sur une chaise, Monsieur Charles Gowler,
et les mouches volaient autour de lui. Des mouches bleues, toutes les sortes de mouches sur lui. C'est terrible parce que c'était de même dans les années 80, mais depuis les années 60, c'était de même aussi chez les Gaulleux. Il y avait comme jamais eu d'évolution. On parle de maisons bondées de monde, ça sent l'urine, ça sent la marde, ça sent le vomi de bébé. Tout le monde dort dans le même lit parce qu'il n'y a pas de place, ils n'ont pas vraiment d'argent, ils vivent déjà dans des conditions terribles que les bébés portent même pas de couche, donc il y a de la marde partout. Vous pouvez facilement vous faire une image de ce qui se passe chez les Gaulleux. Une fois en confiance, Donna, Sandra et Lisa se sont mises à parler pas mal et à révéler qu'elles étaient loin d'être les seules victimes chez les Gaulleux. William se servait pas mal de n'importe quel enfant qu'il avait sous la main pour assouvir ses pulsions dégueulasses. Il se servait pas seulement de ses filles, mais aussi des enfants de ses sœurs. Il y avait Pam de 12 ans, Sally de 9 ans et même la petite Annie de 5 ans. Puis c'était pas juste les petites filles qui étaient violées, il y avait aussi les garçons, donc le jeune Doug de 14 ans, Matt de 9 ans. En fait, les enquêteurs ont vite réalisé qu'il n'y avait aucun enfant en sécurité chez les Gaulleux. Donc, devant toutes ces victimes et possibles prédateurs, l'équipe d'enquêteurs qui était assignée à cette affaire faisait des journées de 14 heures pour vraiment bien se préparer avant d'interroger chaque personne qui était mentionnée par les 3 filles. Mais encore là, c'était pas si facile. T'sais, avec le temps, Sandra, elle commençait à se renfermer de plus en plus. Elle voulait un peu moins parler. Lisa, elle, faisait plus confiance aux enquêteurs, mais elle n'avait que 7 ans. Donc, on savait pas trop si on pouvait prendre ces témoignages en compte et si ça allait passer en cours. La petite Donna de 11 ans, c'était vraiment celle qui les aidait le plus. Elle était très éloquente et se rappelait de détails très importants comme des noms, des dates, des détails pour vraiment prouver qu'il y a eu des agressions sexuelles. Et même qu'on applaudissait son intelligence, chose qui avait jamais été faite dans le passé. Et les filles s'adaptaient quand même à leur nouvelle vie parce que là, elles étaient placées dans un foyer d'accueil. Donna et Lisa étaient placées dans le même foyer. Elles mangeaient à leur faim, elles n'avaient plus peur, elles étaient habillées confortablement. Tu sais, quand elles habitaient chez les Gaulleux, dans leur famille, parfois ça arrivait qu'elles mangeaient des patates 7 jours en ligne. Mais là, ils ont découvert plein de sortes de nourriture, des bonbons, des fruits frais. Donna a goûté pour la première fois à un hamburger. C'était la première fois de sa vie qu'elle allait dans un restaurant. Aussi, les filles ont découvert les poubelles. En fait, elles accumulaient des déchets, les mettaient dans un sac, les mettaient dans les poubelles et un camion de vidange passait à chaque semaine pour ramasser les poubelles. Pour elles, c'était comme nouveau parce que chez elle mettait, en fait, les Gaulleux mettaient tous les déchets au grenier. Et là, quand l'odeur devenait insupportable, après plusieurs mois, là, c'était la tâche des enfants de comme vider le grenier. Mais genre, des poubelles, c'était nouveau pour les filles. Et pour les enfants, tout était luxueux, tu sais, prendre une douche, prendre un bain, flusher une toilette. Chez elles, soit elles allaient dans la toilette sèche ou elles faisaient leurs besoins dans des chaudières. 8 jours après l'arrestation de William Gaulleux, tous les enfants du clan Gaulleux ont été retirés de leur foyer. En tout, il y avait 7 filles et 3 garçons. Le 30 janvier, il y a la fille de Stella, la sœur de William, donc Pam de 12 ans, qui a été amenée au poste de police. Et Pam, elle avait vraiment envie de parler. C'était une petite fille qui était sociable, elle avait plein d'énergie, puis elle avait pas peur de dire tout ce qu'elle avait vécu. Puis elle n'avait pas seulement été violée par son oncle William, non, par une douzaine d'adultes différents toute sa vie. Puis pas mal tous les enfants avaient vécu sensiblement la même chose. Et les enquêteurs faisaient vraiment du mieux qu'ils pouvaient pour rassurer les enfants, mais aussi gagner leur confiance, puis tu sais, leur faire comprendre que les enfants étaient interrogés pas parce qu'ils étaient coupables, parce que c'était des victimes, on voulait qu'ils parlent pas pour les arrêter eux, tu sais, des enfants pensaient des fois qu'ils étaient coupables, eux, tu sais, qu'ils faisaient quelque chose de pas correct, alors qu'il fallait comme vraiment leur rentrer dans la tête que non, c'est pas normal de se faire agresser sexuellement par des adultes de notre entourage. Un autre truc, c'est que l'arrestation de William Gaulleux a vraiment créé un problème pour ses frères et sœurs parce que c'était lui le leader, c'est lui qui prenait toutes les décisions. C'était comme l'homme intelligent du clan. Mais sans lui, le reste de la famille était comme vraiment dépourvu de moyens.
Tout de suite après son arrestation, William Gawler niait tout ce qu'on lui accusait. Il niait avoir eu des relations sexuelles avec Lisa, Donna, Sandra ou ses autres neveux et nièces et il a appelé un avocat. I don't know how this started. I still don't know how it started. One kid started it all. And I bet right now, she's sorry she ever started. Mais les autres adultes Gawler qui allaient être accusés aussi, ils n'avaient pas fait appel à un avocat. Je pense qu'ils savaient même pas c'était quoi un avocat. Par exemple, lorsqu'il parlait aux policiers, ben, ils savaient plus ce qu'ils avaient le droit de dire parce que William, normalement, c'était lui qui leur disait quoi dire, mais vu qu'il était pas là, ben, les adultes se livraient parce que eux-mêmes ne savaient pas vraiment ce qui était correct de dire ou pas dire, ce qui était légal ou pas. Et évidemment, les enquêteurs profitaient grandement de la naïveté des Gawler. Lors d'interrogations, les enquêteurs faisaient croire aux adultes qu'ils interviewaient qu'ils savaient pas mal d'affaires. Par exemple, ils disaient « Ah, je sais ça, ça, ça et ça, et telle personne me disait ça ». Et à partir de ces phrases-là, ben, ça déboulait. Et comme chaque Gawler essayait un peu de se protéger, ben, rapidement, ils dénonçaient les autres pour s'innocenter. Donc, les enquêteurs obtenaient toutes les réponses qu'ils voulaient assez facilement. Et aussi, comme il n'y avait pas d'avocat, ni de stratégie, ni rien de tout ça, ben les Gawler parlaient beaucoup. Ils ont avoué énormément d'affaires. À un moment donné, la cour a ordonné que chaque personne arrêtée, chaque Gawler, que je dis là, ait recours à un avocat. Mais il était comme beaucoup trop tard parce qu'il avait tellement donné d'informations, tellement de témoignages que les enquêteurs avaient déjà pas mal de preuves contre eux. Mais là, quand William Gawler a été libéré en attendant son procès, là, il a comme un peu coaché ses frères et sœurs, les autres membres de sa famille, puis leur a dit, là, arrêtez de parler, parce que tout ce que vous dites, ça va vous nuire. Et si ça vous nuit, bien, vous allez aller en prison et perdre la garde de vos enfants. Donc, dès que William Gawler est sorti de prison, ben là, les autres membres du clan Gawler ont arrêté de coopérer avec la police. Mais là, ils parlaient plus à la police ni à leur avocat parce qu'ils savaient pas faire la différence entre qui était là pour les aider ou les mettre en prison. Ensuite, ben là, tous les adultes Gawler ont décidé de se rétracter en disant que toutes les confessions qu'ils avaient dit, c'était à cause que les policiers les avaient obligés à le faire. Et pour les futures interviews avec la police, William lui faisait un brief à ses frères et sœurs pour leur dire exactement quoi dire sans se mettre dans la merde. Aussi, William a carrément encouragé tous ses frères et sœurs à se laver, à actualiser leur garde-robe, à se couper les cheveux, la barbe, parce que ben, il fallait qu'ils paraissent bien quand même aux yeux des médias. Aussi, ils se sont mis à faire le ménage de leur propriété, repeindre leur maison, même si, en fait, ils ont peint comme un côté de la maison, puis ils étaient tannés, fait qu'ils ont juste abandonné le projet peinture. Mais tout était une question d'image. Par exemple, même si les membres de la famille Gawler n'étaient pas particulièrement croyants ou pratiquants, ben là, ils s'étaient tous achetés comme une Bible qu'ils mettaient en évidence durant des interviews aux médias ou quand ils se faisaient prendre en photo, il y avait toujours leur Bible. Même que parfois, ils citaient des passages de la Bible, même si ben, la plupart des Gawler savaient pas lire. Fait que, tu sais, c'était très contradictoire, très naïf, un peu comme manière de procéder. The prosecution has suggested that this whole interest in religion and whatnot, that it's some kind of a con game. How do you respond to that? Jesus is not a con. It's not a con game. Jesus is our Savior. Jesus is up above. I got baptized to believe in the Lord and to believe in this holy book. It's not a con game. There's a whole bunch that's baptized. Puis tu sais, tu lis ça, je dis ça en souriant. Puis tu sais, à la limite, tu peux trouver ça attachant, des genres de simpletons qu'on appelle des gens très simples, très naïfs. Il y a même un ami de la famille Gawler, donc Roy Hiltz, de 54 ans, qui est devenu une genre de star dans les médias. Il était comme attachant, il parlait un anglais bizarre, tu sais, un vieil anglais, des expressions drôles, puis il était toujours comme de bonne humeur, charmant, souriant à la caméra. Encore une fois, les gens le trouvaient comique, voire adorable. Tu sais, les médias le filmaient, puis les gens regardaient les nouvelles, puis ils disaient « Ben voyons, cet homme-là n'a aucune malice, tu sais, il peut pas avoir fait du mal à des enfants. » Tu sais, par exemple, il y a un journaliste qui lui a demandé s'il avait fait de l'inceste, ou s'il savait c'était quoi le mot inceste, puis Roy, il a juste répondu « Insecte? » Genre, en tout cas, ouais. Do you know what the word incest means? Insects? Incest. No.
Do you know that it's wrong having sex with children, with young people? Well, sure is wrong. Aussi, à la caméra, tu sais, souvent, il pleurait, puis il disait qu'il comprenait pas trop ce qui se passait, il comprenait pas de quoi qu'il était accusé. Fait que c'était comme une vedette des médias, mais ça, c'était avant de savoir ce qu'il avait fait. En fait, c'est un homme qui a commis des atrocités, genre battre les enfants tellement fort, au point que les autres enfants lui demandent d'arrêter. Genre agresser sexuellement tous les enfants, genre demander à la petite Lisa de 5 ans de le sucer, puis quand on lui a demandé pourquoi il a fait ça, il dit « Ben, c'était elle qui voulait ça. » Fait que vous voyez le genre, tu sais, on peut les trouver cute, mais c'est des hosties de monstres. Fait que quand vous allez connaître la suite, vous allez plus dire « Ah, pauvre petit, ils connaissent pas, ils savent pas trop ce qui arrive. » Non, c'est des prédateurs sexuels. Ouais. Donc, les goalers n'étaient pas des êtres inoffensifs. Pas du tout, parce que les témoignages que j'ai lus dans le procès, là, dans ce livre-là, c'est les témoignages les plus troublants que j'ai lus de ma vie. Fait que j'ai aucune sympathie pour les goalers. Les adultes, pas les enfants. Les enfants étaient interchangés comme des choses, des enfants très, très jeunes, autant des petites filles que des petits gars. On parlait de sexe oral, d'agression sexuelle par voie vaginale et anale, des tripes à trois, des threesomes, des foursomes. Parfois, on forçait des enfants à regarder, ou même le frère Cécile, en fauteuil roulant, qui ne pouvait pas parler, était intégré à ces agressions. Les enfants étaient bardassés d'un bord puis de l'autre, forcés à se pencher, attrapés par la tête, les bras, les cheveux. Il y avait beaucoup de raclées qui se donnaient quand les enfants résistaient, même qu'on forçait des enfants à en immobiliser d'autres pour qu'ils soient agressés sexuellement. Même que William mettait en place des compétitions amusantes, entre gros guillemets, que lui qualifiait d'amusantes. Donc, il disait à tous les enfants, « OK, faites une course, là, on fait une compétition. » Fait que, par exemple, tout le monde court vers la boîte aux lettres, vous touchez la boîte aux lettres, vous revenez. Puis le premier à arriver, ben ça va être lui qui sera pas agressé sexuellement dans toute la journée. C'est le seul qui va être sauvé des agressions sexuelles ce jour-là parce que c'est le gagnant. Il y a aussi William qui avait un gros chien vraiment effrayant. Ça, c'est fou, là. Puis une fois, pour genre punir Sandra, il l'a obligée à se mettre nue et ordonnait à son chien de la monter devant tous les autres adultes qui riaient et qui faisaient genre « ouh » comme des bruits de loup. Il y a le frère de William aussi, Cranswick, de 29 ans, qui a été arrêté pour agression sexuelle. Et le policier qui l'a arrêté a dû passer 20 minutes à lui expliquer pourquoi il était en état d'arrestation et quels sont ses droits. Il comprenait vraiment pas. Puis quand il était amené au poste, il a même pas demandé à avoir un avocat ni rien. Il a juste tout raconté son histoire et le fait qu'il avait agressé sexuellement tous les enfants du clan Goaler. Et tous les adultes faisaient vraiment la même chose. Donc, ils racontaient les agressions sexuelles de manière très graphique en donnant tous les détails parce que c'était juste normal pour eux de faire ça. Ils savaient... Moi, je pense qu'ils savaient que c'était pas correct, mais c'était rendu leur normalité. Fait que j'imagine qu'ils étaient comme... C'est ça, c'était une normalité, fait qu'ils donnaient tous les détails sans vraiment se questionner à savoir si tu correct, genre, j'ai-tu le droit de faire ça ou pas, ou ça, c'est... Est-ce que tous les parents font ça à leurs enfants, en tout cas? Et évidemment, ils n'utilisaient pas le terme agression sexuelle ou viol, ils parlaient plutôt de relations sexuelles consentantes et ils disaient que c'était les enfants qui le voulaient, carrément. Et Cranswick, il était pas perturbé du tout, tu sais, il racontait ça comme un exploit, en ricanant, en faisant des blagues. Il disait même que c'était un vrai pervers sexuel, puis que lui, il va screw, genre fourrer, en bon québécois, n'importe quoi sur deux pattes. Et de tous les goalers, vraiment, Cranswick, c'était le plus dépravé, le plus pervers, le plus violent. Il utilisait vraiment n'importe quel enfant qui était sur son chemin comme un genre de sextoy pour se soulager. Et il utilisait souvent les enfants qui étaient le plus sans défense parce que, vu qu'il devait agresser sexuellement souvent, ben, il voulait pas que ça soit trop compliqué, fait qu'il prenait les enfants les plus faciles à agresser, là. Donc les enfants les plus jeunes. Donc la petite Annie de 5 ans, la petite Lisa de 7 ans. Puis tu sais, il faisait ça parfois, là, un à côté de l'autre. Donc pendant que William, il agressait sa fille de 11 ans, ben, l'autre, il agressait telle fille de...
L'audience préliminaire pour William Gawler a eu lieu le 13 avril 1984. Sandra a témoigné. Et là, je ne veux pas vous lire tous les témoignages de tous les enfants parce que c'est extrêmement graphique. C'est vraiment difficile à entendre, à lire. Puis aussi, ça serait beaucoup trop long, puis ça ne sert pas vraiment au récit, je trouve. Mais je vais vous en lire quand même un extrait juste pour que vous voyez à quel point c'est troublant. Et juste pour que vous voyez aussi l'ampleur des années d'inceste. Et vous allez voir aussi que les enfants n'utilisent pas les bons termes pour parler des parties génitales parce que sûrement qu'on leur a enseigné de cette façon-là. Donc voilà. Donc l'avocat Bontain demande « Vous avez eu des relations sexuelles avec votre père? » Sandra répond « Oui. » Et des relations anales? Oui. Est-ce que vous avez eu d'autres types de contacts sexuels avec votre père? Oral. OK, et combien de fois a-t-il fait ça? Sandra répond « Ah, quelques fois. » Est-ce que tu te rappelles la première fois? Non. Maintenant, pour faire ça, qu'est-ce que tu devais faire pour avoir du sexe oral avec lui? Qu'est-ce que tu lui faisais? Puis là, elle répond « Mettre son sperme dans ma bouche. » L'avocat demande « Et ça avait lieu où? Le mot sperme veut dire quoi? As-tu un autre nom pour ça? » Puis là, elle dit « Son dink. » L'avocat répond « Son dink? Qu'est-ce que tu faisais à son dink quand il était dans ta bouche? » Et là, il répond « Je le suçais. » L'avocat, il dit « Le sucer, d'accord. Est-ce que tu le faisais volontairement? » Elle répond « Non. » L'avocat dit « OK, dis-moi comment tu en venais à ça. Que se passait-il? » Sandra répond « Eh bien, il m'attrapait et le mettait dans ma bouche et me tenait par les cheveux pour pas que je m'enfuise. » Donc ici, c'est un petit extrait, mais ça dure beaucoup plus longtemps que ça, puis on a le même type d'extrait, le même type de témoignage avec tous les enfants. Et c'est un peu absurde pour les avocats d'utiliser les mots que les enfants disaient pour parler des parties génitales. Par exemple, les petites filles disaient bird pour vagin, donc un oiseau. Les petits gars, ils disaient boat pour leur pénis, donc un bateau. Mais les enfants utilisaient carrément des mots vulgaires comme pussy ou dick, qui n'est pas nécessairement le type de langage qu'on utilise dans des tribunaux, mais aussi qui devrait provenir de la bouche d'enfants de 10 ans, là. Et ce qui était difficile pour les avocats de la défense, c'était de pouvoir prouver que c'était bel et bien arrivé. Donc, comme c'est arrivé à plusieurs reprises, et la plupart des fois sans date précise, donc c'était difficile de trouver un alibi pour contredire le témoignage des enfants. Tu sais, comme c'est écrit dans le livre, là, admettons que l'accusé avait un alibi pour le 25 décembre 1983. Mais ça servait à rien parce que souvent, l'enfant ne se rappelait pas si ça avait eu lieu le 25 décembre 1983 ou 1982. Ou même que parfois, les enfants se mélangeaient entre l'été et l'hiver. Puis c'est normal pour des enfants de ne pas se rappeler des dates précises, tu sais. À 7 ans, tu connais pas tant tes années, tu te souviens même pas de ce que tu faisais ou qui t'étais il y a 3 ans. Puis on parle de centaines d'abus sexuels par différentes personnes. Donc c'est impossible de se rappeler du nombre de fois. Et ça, c'était quand même un gros enjeu durant le procès. Un autre enjeu, c'était difficile de se démêler dans les relations des Gawler, donc qui est le père de qui, puis tout ça, puis aussi les amis de la famille qui venaient, tu sais, fallait retrouver ces gens-là, c'était qui par rapport à la famille, combien de fois ils ont agressé les enfants. Pas l'oublier, c'était pas juste les Gawler, les coupables, mais aussi les amis des Gawler qui se rendaient dans les maisons pour emprunter des enfants pour les violer. Et là, pour vous donner des exemples du livre, une jeune adolescente de 15 ans, pouvait avoir enfanté un bébé qui était ensuite élevé par sa mère, mais c'était pas super clair, c'était un secret. Sinon, les sœurs Gawler avaient plusieurs conjoints différents et plusieurs enfants de chacun des conjoints. Un autre exemple, c'est Charlie, par exemple, le fils de Stella, qui était en fait le fils de son grand-père, le père de Stella. À chaque découverte que les enquêteurs faisaient, c'était de plus en plus troublant. Il y a aussi les autres enfants qui ont témoigné en cours, puis c'était extrêmement troublant pour eux. Par exemple, pour Sandra, autant que son père lui a fait vivre l'enfer, ça restait son père, puis elle ressentait quand même de l'amour pour son père, ce qui peut être difficile à comprendre pour nous, mais on n'est pas la victime là-dedans. Donc, il y avait cette genre de dualité de sentiments chez Sandra, parce que c'est pas facile, tu dois témoigner contre ton père pendant qu'il te fixe, là. Une autre fois, pendant que Donna témoignait, elle a comme regardé son père rapidement, puis ses avocats lui avaient mis en garde, là, « Regarde pas ton père », tu sais, pour la protéger. Fait qu'elle a regardé son père, puis il a juste dit genre « Je vais te tuer ».
I'm gonna kill you en souriant. À part cet incident, mais Donna, elle avait pas vraiment de mal à témoigner contre son père, contre son oncle Cranswick, contre ses 2 cousins, contre Wanda, mais elle avait de la difficulté à témoigner contre son oncle Henry. Henry était ce que les docteurs appelaient à l'époque, là, même c'est dit dans le livre, at a mentally retarded level. Évidemment, on dit plus ça aujourd'hui, mais il y avait, une déficience intellectuelle assez importante. Donna, elle aimait particulièrement Henry parce qu'elle sentait qu'il la protégeait, puis à chaque fois qu'il la défendait, elle l'aimait encore plus, puis c'était comme le seul adulte qui l'avait jamais agressé sexuellement. Mais il était pas blanc comme neige non plus. Henry, il avait agressé plein d'autres enfants, tu sais. Fait que c'est ça qui est un peu difficile parce que les enfants, il y avait nécessairement des adultes qu'ils aimaient, d'autres qu'ils détestaient. C'est beaucoup demandé à un enfant de témoigner contre un adulte pour agression sexuelle, te faire questionner par l'avocat de la défense, ton avocat. C'est vraiment difficile. Et les pauvres enfants étaient mélangés parce qu'ils se disaient, bon, OK, si je fais pas une bonne job puis je témoigne pas bien, je pourrai plus jamais rentrer chez nous, je pourrai jamais revoir ma famille. Puis d'autres enfants se disaient comme la même chose, mais OK, si je fais pas une bonne job, je témoigne pas bien, je vais être replacée chez nous, puis je vais retourner dans ma famille. Fait que c'était tellement beaucoup de travail, beaucoup de pression pour des jeunes enfants. Tu sais, la petite Donna a dû témoigner 75 fois et parfois 2 à 3 fois par jour. Ensuite, les propos qui ont été dits sur Wanda étaient tout aussi horrifiant. Donc, pour vous rappeler, Wanda Whiston, c'était la nouvelle conjointe de William. Elle avait 25 ans quand elle a joint le clan Gowler. Puis, elle avait un peu pris le rôle de la mère des 3 filles, si on veut. Wanda ne venait pas du même milieu, donc elle avait l'air un petit peu plus sophistiquée. Tu sais, on s'entend pas tant que ça non plus, mais elle et William étaient ceux qui avaient l'air le plus normaux, entre guillemets. Malgré qu'elle était souvent décrite comme étant comme mi-femme, mi-enfant, dans le sens qu'elle agissait vraiment comme une fillette, autant dans sa façon de parler que sa manière d'agir. Malgré ses 25 ans, elle trimballait toujours une poupée avec elle dans la maison. Elle parlait à sa poupée. Mais étonnamment, elle avait un niveau d'intelligence un peu supérieur au reste du clan. Et c'est pas mal ce qui rend ça pire, si vous voulez mon avis. Parce qu'elle a fait tous ces gestes-là en comprenant vraiment ce qu'elle faisait, en étant consciente que c'était pas correct, t'sais, en tout cas. Puis dans le livre, on le dit, là, Wanda Whiston, c'est le type de criminel le plus rare, soit une femme délinquante sexuelle, et je dirais même sadique sexuelle. Ça existe, mais c'est plus rare. La première fois que Wanda a violé un enfant, c'est quand Hazel, la mère biologique des filles, venait de quitter. À ce moment-là, elle est juste comme entrée dans une pièce, puis elle a dit à Sandra de la suivre. Je sais pas, Sandra, elle avait quel âge à cette époque-là, mais maximum 13 ans ou plus jeune. Donc, elle a traîné Sandra jusqu'au lit le plus proche. Elle l'a plaqué sur le lit pendant que Sandra pleurait. Elle lui demandait d'arrêter. Même les autres enfants autour pleuraient et demandaient à Wanda d'arrêter. Et en gros, Wanda a performé du sexe oral obligatoire sur la petite Sandra et ensuite l'a forcé à lui faire la même chose en la tenant par les cheveux. Et lorsque Wanda agressait sexuellement les enfants, elle aimait ça le faire devant les autres pour leur montrer que c'était elle qui avait le pouvoir, c'est elle qui était plus forte. Ensuite, elle s'en est prise à Pam, la cousine de Sandra, plus jeune. Encore une fois, même chose, là, sexe oral, pénétration avec les doigts, forcés. Et ce, devant les autres enfants et adultes. Après ça, quand elle a eu 10 ans, c'est Donna qui a goûté. Et les viols que Wanda faisait, c'était autant pour la satisfaire que pour humilier les enfants, les punir. Donc, si par exemple un enfant faisait trop de bruit puis il réveillait Wanda, ben là, elle l'attrapait puis elle l'agressait sexuellement. Fait que c'était une punition. Éventuellement, les autres enfants plus jeunes y ont passé, donc le petit Matt de 7 ans, la petite Sally de 7 ans aussi, et Annie de 5 ans. Et un autre truc terrible, c'est que inévitablement, les petits garçons qui étaient violés devenaient eux aussi des violeurs par la suite. Lorsqu'ils étaient rendus à l'adolescence, les petits gars devenaient agresseurs à leur tour parce que t'as grandi toute ta vie dans un milieu comme ça, c'est difficile de faire autrement ou de savoir qu'il y a moyen de faire autrement.
Et aussi, parfois, ils étaient carrément obligés d'agresser. Donc, les plus vieux obligeaient les ados, les petits gars, d'agresser les plus jeunes. Puis, il y a même une période de temps que les petits gars adolescents étaient à la fois agresseurs et agressés, tu sais. Et comme moi, vous devez vous demander comment ça, personne n'a levé le flag avant. Comment ça a pu durer autant de temps? Ben, les enfants n'avaient pas beaucoup d'adultes à qui ils pouvaient faire confiance. En fait, tous les adultes de leur entourage étaient ceux qui leur faisaient du mal. Donc, ils avaient personne à qui parler. Et aussi, il y avait une claire division entre les gens de la vallée, donc de la ville, et les gens de la montagne. Et les gens de la vallée fermaient un peu les yeux sur ce qui se passait dans les montagnes. Je crois qu'ils étaient carrément vus comme des êtres à part. Puis c'était comme ça, puis il n'y a rien qui pouvait être fait pour être changé. À 2 reprises, Sandra a fugué, puis les 2 fois, elle a été retrouvée par la police et ramenée à la maison de force par les policiers et les services sociaux. Et les 2 fois, Sandra racontait à la police ce qu'elle vivait à la maison, que son père l'agressait sexuellement, mais ça n'avait pas d'impact parce qu'elle était quand même retournée de force chez elle. Et pire encore parce que lorsqu'elle rentrait, ben, elle était battue par son père parce qu'elle avait fugué à la base. Donna s'était déjà confiée à une prof de ce qu'elle vivait à la maison et quand même, la prof a ramené Donna chez elle puis elle a dit à William, à son père, « Hey, ta fille, là, elle raconte des trucs sur toi, pas très cool. Elle dit que tu l'agresses sexuellement, fait que fais quelque chose. » Fait que Donna, ben, elle était punie violemment par son père quand ça s'est arrivé. Fait que les enfants, ils se disaient, ben là, ça sert à rien de le dire parce que on est punis puis il y a aucun adulte qui est là pour nous. Fait qu'ils faisaient plus non plus la différence entre les adultes qui étaient bons, à qui ils pouvaient faire confiance, et les adultes qui les trahissaient, qui les violaient, qui les battaient. Donc, pour revenir au procès, William faisait face à 35 chefs d'accusation et Wanda Weston, elle, 11 charges d'agression sexuelle, et les autres membres du clan faisaient face à 3-4 charges par personne environ. Et c'était quand même généreux, entre guillemets, parce que chaque adulte aurait pu être chargé à toutes les agressions sexuelles qu'ils ont faites. Mais là, on parlerait de milliers de charges par personne. C'est pas vraiment réaliste, là, mais c'était pas tant que ça, ce nombre de chefs d'accusation pour tout ce qu'ils ont fait. Mais bon, en tout, il y avait 15 accusés, 7 qui étaient des membres de la famille Gawler et 8 qui étaient des amis de la famille ou des membres de la famille par alliance. Évidemment, encore une fois, William a tout nié. Il disait qu'il voyait Doug très très rarement, qu'il connaissait pas du tout son neveu Matt alors qu'il a agressé les 2 sexuellement. Il dit n'avoir jamais agressé sexuellement Sandra, Pam et Donna. Il a dit que sa famille était heureuse, qu'il avait une bonne relation avec chacun de ses enfants et qu'il comprenait pas pourquoi ils avaient inventé de tels mensonges, et lui, il se positionnait carrément en victime. Mais bon, ça n'a pas d'importance parce que le 3 août 1984, William Gawler a été reconnu coupable sur 6 chefs d'accusation. Il reste encore 27 charges, mais vu qu'il a été comme reconnu coupable, là, je sais pas comment ça a fonctionné, mais les autres charges ont comme été abandonnées. Mais bon, il a été envoyé 7 ans en prison, ce qui est ridiculement bas. Et c'est fou parce que vu qu'il a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur des enfants, ses avocats, ils ont dit, ben là, si on l'envoie en prison, il va vraiment être en danger d'être comme tabassé, maltraité par les autres prisonniers. Fait qu'il a été placé dans une unité comme plus sécuritaire pour assurer sa sécurité. De la sécurité, là, ses enfants, ils ont jamais connu ça, mais lui, monsieur, le violeur, lui, a le droit d'être placé dans une unité sécuritaire pour pas être maltraité par les autres prisonniers. Mais bon, il a servi 7 ans de prison, sans jamais vraiment reconnaître ses torts ou avouer ce qu'il a fait, puis quand il est sorti de prison, il est retourné rejoindre sa famille dans les montagnes. Au final, tous les accusés ont été reconnus coupables et envoyés derrière les barreaux, mais il n'y a aucun d'eux qui juge ou qui croit avoir fait quelque chose de mal, en fait. Je sais pas s'ils veulent pas y croire, ils veulent pas penser que c'est mal ce qu'ils font, ou bon, ils ont jamais vraiment reconnu leur tort, c'est ça qui est terrible. C'est vraiment dans les récits difficiles, les histoires les plus difficiles que j'ai recherchées là, pour ma chaîne. Là. Mais j'aimerais quand même qu'on fasse une petite conclusion. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé aux autres enfants après ça?
Évidemment, ben, chacun des enfants a été placé en foyer d'accueil, mais c'est pas facile, tu sais. Premièrement, c'est pas une grosse ville, là, Wolfville, ou bon, en Nouvelle-Écosse, trouver un foyer d'accueil pour un enfant, c'est pas une tâche facile. Fait qu'imaginez pour comme une dizaine d'enfants, puis tristement, ben tu peux pas tous les placer ensemble, là, les frères et sœurs, fait que chaque enfant a été séparé. Ça, c'est triste aussi. Par exemple, pour Donna, c'est vraiment comme le drame de sa vie parce qu'elle a été poussée à témoigner. On l'a encouragée à dénoncer, à témoigner, à aller au bout des procédures parce qu'on lui a dit, quand ça va être fini, on va te placer dans une famille d'accueil avec ta petite sœur Lisa, puis vous allez être bien, vous allez être ensemble, on va pas vous séparer. Mais c'est pas vrai. En fait, je pense qu'il y avait même pas l'intention de respecter ça. Les deux petites filles ont été séparées. La petite Lisa de 7 ans a été adoptée par un couple à Halifax qui éventuellement a déménagé en Ontario pour le travail. Et ça, c'est énorme, là, changer de province pour une petite fille qui a jamais quitté la montagne, tu sais. Fait que ça a été un gros changement pour elle. Puis les parents de Lisa, ben, les parents adoptifs, les gens qui ont adopté Lisa, ils savaient pas vraiment ce qu'elle a vécu ou l'ampleur. En fait, je pense que, je me demande si c'était pas gardé confidentiel. Fait qu'ils savaient même pas vraiment à qui ils avaient affaire. Puis ils connaissaient pas l'ampleur des dégâts sur la petite fille. Ils savaient pas que elle était très traumatisée. Ils savaient pas qu'elle avait un niveau intellectuel beaucoup plus bas que la moyenne. Fait que ça n'a pas d'importance l'argent qu'ils ont mis dans tous les cours qu'ils ont donnés. Ils ont donné des cours de musique, des tuteurs et tout ça. Et éventuellement, les parents adoptifs, ils ont comme réalisé que la petite Lisa s'adaptait pas trop bien à leur mode de vie ou du mode de vie qu'ils voulaient. Fait qu'ils l'ont juste renvoyée à l'agence d'adoption. Mais bon, éventuellement, Lisa a été adoptée par une autre famille. Mais vraiment, le reste de son enfance et son adolescence a été très difficile pour elle. Et rendue à l'âge adulte, Lisa... ça allait pas bien, là. Puis Donna, elle aussi, elle espérait vraiment qu'une fois plus vieille, Lisa entre en contact avec elle, que les deux sœurs allaient être réunies. Et là, Donna a fait des recherches, puis elle a retrouvé Lisa grâce à ses parents adoptifs, OK? Les deux sœurs se sont retrouvées. Donna avait tellement hâte de voir sa petite sœur, mais Lisa se rappelait même plus vraiment de Donna. C'est tellement triste parce que, bon, elle avait juste 7 ans. Tu sais, pour elle, ça fait tellement longtemps, tout ça. Fait qu'ils ont essayé de renouer, reprendre contact. Ça n'a pas vraiment marché. Donna a essayé d'être là un peu pour Lisa, payer ses factures, l'aider financièrement. Mais bon, elles ont juste fini par couper les ponts. Rendue adulte, Sandra, elle est retournée une couple de fois, mais même assez régulièrement pour revoir les membres de sa famille. Parce que, bon, j'imagine qu'il y a des membres de sa famille qu'elle aimait. Elle a essayé de se réconcilier avec son père qui, lui, n'a jamais voulu la pardonner. C'est vraiment à l'envers tout ça. Mais ouais, il en a comme toujours voulu à sa fille de l'avoir dénoncé. Et Sandra et Donna ne se parlent plus non plus. Sinon, la petite Annie de 5 ans, elle a été adoptée par une famille en Nouvelle-Écosse. Elle n'a aucune idée de qui elle est. Elle a une nouvelle identité, donc elle est introuvable aujourd'hui. Sinon, on a Pam, qui est rendue adulte aujourd'hui, qui, elle nie tout ce qui est arrivé. Elle dit que tout ce qu'elle a dit, c'était un mensonge et que la police l'a obligée à mentir, à dire toutes ces énormités, finalement. Même chose pour Matt, qui dit que tout ça était qu'un mensonge et qu'il n'a jamais été agressé sexuellement. Donc, tout ça est très complexe. Il y a tellement de monde impliqué, autant des agresseurs que des victimes, que c'est quand même normal que ça a dérapé autant. Willie Goler, 7 years in jail for buggery, gross indecency, incest. Willie's common-law wife, Wanda Whiston, 4 years for sexually assaulting 8 children. Cranswick Goler, 6 years, 9 months, buggery with a 12-year-old male cousin. Cranswick's sister Josie, 6 months for sexual assault. Her conviction is under appeal. Josie's former boyfriend, Earl Johnstone, 6 months for performing oral sex on a young boy. Josie's sister Mary, 1 year in jail for sexual assault. Her conviction is under appeal. Mary's husband, Lawrence Johnstone, 2.5 years for buggery with a niece. Willie's brother, Tom Goler, 3 years
buggery with a nephew and niece. Tom's former brother-in-law, Roy Hiltz, 1 year, buggery with a 7-year-old girl. Willie's former brother-in-law, Eugene Brown, 2.5 years for sexually abusing his niece and nephew. Willie's former brother-in-law, Ralph Kelly, 3 years, buggery with a 7-year-old girl. Kelly's brother, Lawrence, 1 year, having sex with a 12-year-old girl. St. Clair Jodry, 1 year in jail, also for having sex with a 12-year-old girl. Charlie Goler Jr., 2 years, having sex with a female cousin under 14. Billy Goler got 3 years, despite evidence that he had been the victim of sexual abuse as a child. The judge said he, of all people, should have known better. En 1998, William Goler a de nouveau été arrêté pour avoir agressé sexuellement une fillette qui habitait chez lui. On ne sait pas exactement qui, là. Il a été envoyé 2 ans en prison. Fait que, finalement, il n'y a aucun d'eux qui a appris de tout ça. Puis est-ce qu'ils ont vraiment la capacité à apprendre? C'est difficile à dire. J'aimerais quand même vous recommander, en terminer le livre là, dont je vous ai parlé. C'est bon quand même. Je me demande si ça n'a pas été traduit en français. Je vais faire mes recherches. Je vais mettre le lien pour vous procurer le livre en français ou en anglais, là, selon mes recherches. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo longue. Ça a été vraiment des recherches difficiles à faire, réécrire un script par rapport à ça. Il n'y a pas grand-chose, à part ce livre-là, là, il n'y a pas beaucoup de sources sur cette affaire des années 80. Je pense que ça a été médiatisé à l'époque, mais après ça, pas tant. Fait que, sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.